À certains moments de sa vie, chacun peut éprouver le besoin d'imaginer à nouveau son futur, de s'interroger sur ses désirs, de s'ouvrir à la transformation. Mais le problème, quand on en est là, c'est qu'on ne sait pas exactement par quelle boule prendre. Il y a une méthode qui s'appelle le voyage du héros, qui initialement a été créée pour raconter des histoires, par exemple la guerre des étoiles, et ça a été repris par des psychologues pour nous faire avancer sur notre propre mythe. Et aujourd'hui, je reçois Sostène Galbrin, qui est un comédien, metteur en scène, mais qui est également un thérapeute. Et il a monté cette méthode avec Mélanie Briand et Fabienne Bailly. Et aujourd'hui, on va expliquer ce que c'est que cette méthode, comment, étape par étape, on arrive à définir son mythe et on arrive à accepter son démon, mais aussi tout ce qui constitue le désir que l'on peut avoir. C'est une conversation qui va forcément vous être utile, je pense, si vous êtes dans ces questionnements, ce qui est le cas pour de nombreuses personnes, dont moi, évidemment. Et vous allez voir, c'est une belle conversation, c'est une conversation très douce et très, très chouette. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sostène. Bonjour Grégory. On va parler ensemble de l'évolution individuelle de tout à chacun. Et je crois que en ce moment, beaucoup de personnes se cherchent le sens de leur vie, cherchent à avoir un meilleur impact sans doute. Ils cherchent à savoir pourquoi ils sont là. Est-ce que toi, c'est des profils que tu rencontres souvent et comment tu l'expliques ? Alors, des profils de gens qui cherchent à savoir ce qu'ils font sur notre bonne vieille planète, oui, sans doute, on pourrait qualifier ça comme ça. Moi, je suis thérapeute, donc les gens peuvent pousser la porte de mon cabinet par cette envie-là de découverte ou de recherche de sens. Très souvent, il y a une souffrance qui les amène à pousser la porte du cabinet. Derrière cette souffrance, souvent, ce qui s'associe, c'est en effet une recherche de sens, quoi. Et tu t'appuies en tant que thérapeute, mais aussi en tant que comédien, on peut dire ça, sur le voyage du héros. Est-ce que tu peux nous en parler ? Et qu'est-ce que c'est et pourquoi tu t'appuies dessus ? Ok. Alors oui, en effet, moi j'ai une double casquette. J'ai été comédien, je le suis encore, mais j'ai vraiment plus le temps de me consacrer à l'apprentissage de texte ou à la création de pièces de théâtre de façon artistique. Donc je fais encore un petit peu de théâtre via le Théâtre Forum, mais le gros de mon activité, c'est quand même la thérapie, et j'associe théâtre et thérapie. Pourquoi le voyage du héros ? Parce que Joseph Campbell, donc, qui est ce mythologue universitaire américain qui a fait un travail incommensurable sur l'étude de tous les mythes qu'il a pu trouver sur la planète, qui partent des grands textes sacrés, la Bible, le Coran, les textes bouddhiques, la Torah, enfin voilà, ces textes-là. Et puis il s'est intéressé aussi aux cultures des peuples premiers. Il était américain, lui, donc il était très sensible à la culture amérindienne. Et en fait, il s'est rendu compte que, en étudiant toutes ces mythologies, qu'on pouvait dégager une trame commune qui se retrouve dans tous ces textes-là, dans toutes ces histoires qu'on raconte, qu'il a appelé, lui, le monomythe. Donc, il y a plein d'ouvrages, et maintenant, quasiment toutes les créations qui sont faites s'appuient sur ces travaux. Le premier à l'avoir fait, c'est George Lucas pour la guerre des étoiles. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les travaux de Paul Rebillot, qui était lui aussi un homme de théâtre et puis un musicien, comédien, metteur en scène, qui a eu un épisode de psychotique dans son existence, et qui, en sortant de cet épisode de psychotique, c'est-à-dire que lui, il a vraiment perdu toute notion de la réalité, il a perdu son identité, et en revenant à lui, on pourrait dire ça comme ça, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait vécu ce que Campbell décrivait dans Le Voyage du héros. Et il s'est saisi de cette expérience-là pour créer un processus pour que chacun puisse plonger dans son mythe personnel,
pour qu'ils puissent aller à la rencontre de ce que tu nommais tout à l'heure comme étant une tentative de répondre à la question qu'est-ce qu'on fait sur cette bonne vieille planète, quelle est notre quête, qu'est-ce qu'on vient faire ici, qu'est-ce qu'on vient chercher, pour ceux qui peuvent se poser la question en ces termes-là, parce que ça parle pas à tout le monde ça. Mais l'idée, voilà, c'est d'utiliser les travaux de Campbell et de Paul Rubio pour embarquer les gens dans une aventure où ils vont se rencontrer. Et du coup, ce que lui décrit et que je trouve assez phénoménal, c'est que les mythes sont tous structurés de la même manière. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Et en fait, il décrit cela en 12 étapes. Je trouvais ça intéressant de repasser dans les 12 étapes parce que je pense que les personnes qui nous écoutent, elles vont pouvoir se retrouver dans ces 12 étapes et définir où est-ce qu'elles en sont finalement de ces 12 étapes. La première, c'est une conscience assez limitée du problème. Est-ce que tu peux nous en parler de cette étape-là? Alors oui, c'est ce que Christopher Vogler a identifié, c'est ce qu'on appelle le monde ordinaire. Moi, dans le stage pour le voyage du héros, on regroupe les 3 premières étapes qui sont détaillées notamment pour l'écriture de scénario. Nous, pour les nécessités du travail sur soi, on a regroupé les 3 premières, c'est-à-dire le monde ordinaire, où on est confronté à un problème sans trop savoir ce que c'est. On pourrait le nommer comme une forme d'insatisfaction, quelque chose qui fait que la vie peut être chouette, peut être agréable. On peut avoir déjà réalisé pas mal de choses, fonder une famille, avoir un boulot qui marche. Mais il y a quelque chose qui pourrait nous manquer. Où on pourrait se dire que on pourrait peut-être vivre plus intensément, quelque chose comme ça. C'est quand on prend conscience de ça, c'est ce qu'on va nommer la deuxième étape. Je ne sais pas si tu voulais qu'on suive toutes les étapes. Je vais les fondre un peu. Je trouve ça hyper intéressant, bien sûr. On appelle ça, donc c'est l'appel de l'aventure. C'est vraiment une caractéristique de la proposition de Campbell, quoi. C'est-à-dire que le héros, il va répondre à un appel. Et ce qu'on retrouve chez tous les personnages héroïques, c'est non seulement il y répond, mais il va s'engager vers sa quête. L'idée, c'est que dans ce besoin, on pourrait le nommer comme ça, de vivre plus intensément, il y a la nécessité de quitter ce qui est déjà connu. Donc ça peut faire peur, ça peut ne pas plaire à l'entourage. Là, c'est ce que Vogler appelle la troisième étape. Je crois qu'il appelle ça le refus de l'appel, quelque chose comme ça, on pourrait le nommer comme ça. Qui nous, dans le stage, là pour le coup c'est l'apport de Paul Rubio, on appelle ça le premier degré de résistance, c'est-à-dire que c'est plutôt le monde extérieur, plutôt l'environnement qui va nous dire mais pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux t'engager dans une nouvelle vie amoureuse, pourquoi tu veux changer de boulot, pourquoi tu veux t'inscrire à un stage, pourquoi tout va bien déjà, là, c'est déjà bien tout ce que tu as là. Donc on peut mettre des années des fois à répondre à un appel, ou ça peut être instantané selon la nécessité de cette force de vie que certains appellent l'énergie de vie, l'élan qui fait qu'on va y répondre ou pas et dépasser ce premier degré de résistance, quoi. Et alors je te coupe, mais c'est vrai que quand tu veux changer quelque chose, souvent les résistances elles viennent de l'extérieur et j'ai toujours trouvé ça étonnant. Moi, ce que je me suis toujours dit, mais peut-être que je me trompe, c'est un peu le sens de ma question, c'est que les gens n'aiment pas trop que tu changes parce qu'en fait, ça les met face au fait que eux-mêmes ne changent pas. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses ou... on peut le voir comme ça. On peut en effet imaginer que ce que nous renvoient les gens, c'est une projection de leur part qui est assise sur leur propre peur.
on peut le voir comme ça. Moi, ce qui m'intéresserait presque plus, c'est de se dire que ces résistances viennent de l'extérieur, mais en fait, elles partent de nous quand même. C'est-à-dire que on appelle ça le premier degré de résistance. Et au niveau de conscience, si on prend le mythe et les propositions de ces grands auteurs là, on n'a pas encore conscience qu'on crée vraiment tout ce qui nous arrive dans notre existence. Donc, on a besoin de projeter à l'extérieur ce qui en fait nous appartient. Et ça nous arrange bien dans un premier temps de se dire mais c'est l'extérieur qui veut pas. Et c'est vrai. Hein. Si tu me permets une petite anecdote personnelle, vas-y, bien sûr, ce qui me vient là, c'est moi je me souviens, j'ai fait des études scientifiques et puis, par des concours de circonstances, j'ai rencontré le théâtre et là, vraiment, j'ai reçu mon premier appel. Enfin, maintenant, j'en parle comme ça. Et je me souviens très bien de ma maman, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est n'importe quoi. Et elle osait à peine me le dire à moi, elle me le disait à moi, mais elle essayait de convaincre aussi mes amis. Je me souviens d'une fois, elle disait, mais un ami qui s'appelle Antoine, disait, mais Antoine, mais dis-lui à Sostène que faire du théâtre, c'est un hobby, c'est pas un métier. C'était en effet une résistance à l'appel qui venait de l'extérieur, mais qui pouvait aussi être l'expression de mes peurs, de mes doutes, de tout ce qui pouvait être de l'ordre de mais j'ai pas de talent, je serai jamais à la hauteur, enfin voilà quoi. Là où on en est dans l'expression dans l'explication du mythe ou dans ce survol là, on peut, en tout cas moi dans le stage, je le garde à l'idée du premier degré de résistance. Mais souvent, quand les gens s'inscrivent au stage, par exemple, ils sont déjà en train de dépasser ce degré de résistance là puisqu'ils m'appellent, sans mauvais jeu de mots. Effectivement. Voilà, oui. Et ensuite, donc il y a l'accroissement du niveau de conscience. Ouais. Donc ça, voilà. Si on reprend donc les 12 étapes, le monde ordinaire, c'est voilà, j'ai pas trop conscience qu'il y a un problème, mais ça commence à germer. Il y a l'appel de l'aventure. Donc là, déjà, on a un niveau de conscience qui est supérieur parce que on se dit mais en fait il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose là. Et je vais si je reste à cet endroit-là, je vais m'éteindre, c'est pas possible. Donc on acquiert un niveau de conscience supérieur. Et puis dans le refus de l'appel, oui, alors je suis appelé à faire quelque chose, mais j'hésite. Et puis les gens à l'extérieur de moi me disent mais est-ce que tu es bien sûr de toi? Donc on en est aux 3 étapes là, au 4e même, surpasser la peur, c'est ça, quelque part. À partir du moment où on commence à s'engager, c'est-à-dire que on prend conscience que soit parce qu'on se dit mais en fait moi par exemple pour ma maman, mais en fait toi tu considères que le théâtre c'est pas un métier, mais moi je sens bien que c'est un vrai métier et que j'ai envie d'apprendre ce métier-là et que du coup je passe par-dessus la barrière de ce premier degré de résistance et puis je vais me mettre en chemin. Et quand on se met en chemin, donc il y a des premières petites épreuves qui nous font des petits croche-pieds, qui nous empêchent d'avancer. Et puis dans les étapes du mythe, il y a une étape fondamentale qui est la rencontre avec le mentor ou avec le guide, selon les auteurs, on l'appelle comme on veut, qui est lui une personne qui est dans sa quête, qui a déjà avancer sur son chemin de vie personnelle et dans son mythe personnel et qui va nous aider à choisir les bonnes directions, quoi. Comment on trouve ce mentor? Pardon? Non, pardon, je te coupe, mais je me dis, mais comment on le trouve ce mentor? Parce que je pense que les gens se disent, ah, c'est super, mais où est-ce que cette personne? Eh ben, on peut ça peut être lui qui vient nous voir. C'est lui qui peut nous trouver, par exemple. Je sais pas pourquoi, mais je pense au Christ, par exemple, qui disait à ses disciples suis-moi. Alors c'était un peu vindicatif, mais enfin c'était un peu mais les gens y allaient, c'est-à-dire que là pour le coup le mentor venait directement à la rencontre. Sinon c'est parce qu'on va s'autoriser à vagabonder, à chercher, à aller d'expérience en expérience. De toute façon,
Campbell, le maître mot, et puis la première page que je vais pas te citer parce que je vais pas prendre trop de temps non plus, mais la première page du héros Mille et un visages, c'est il démontre que tout est expérience et que de toute façon tout passe par l'expérience, qui est toujours plus grande et plus vaste qu'on ne le sera jamais de mémoire. Donc ce mentor, c'est dans les mythes. Tu connais Camelot, j'imagine. Bien sûr. Tu sais, c'est Perceval qui dit toujours j'ai rencontré un vieux ou une vieille. Voilà. Alors pour Perceval, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est porteur d'une certaine sagesse, quoi. D'accord. Ok, je vois. Voilà. Puis alors après la rencontre avec ce guide, on va orienter, nous dans le stage, on a des petits exercices comme ça où on va se servir de cartes de tarot ou des cartes qui peuvent être inspirantes. On va choisir notre guide et puis on va se servir de cette carte-là comme d'une boussole. Moi, à chaque fois, tous les ans, je suis soufflé parce que ça fonctionne. En fait, on choisit une direction et puis on va pouvoir poser des questions au guide. Si je reprends la métaphore du mythe, mais en version psy, et version plutôt jungienne, le mythe, en fait, ça correspond au soi que décrit Jung, c'est-à-dire à la capacité qu'on peut avoir à se connecter à quelque chose de plus grand que soi, alors que plus grand que notre moi, notre ego, on pourrait dire ça comme ça, et qui, en fait, tout au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous. L'idée, c'est de sauter par-dessus les obstacles qui nous empêchent de vraiment sentir ce qui est bon pour nous. Mais en fait, les guides, ils sont aussi à l'intérieur de nous. Alors, selon les obédiences, certains diraient qu'il y a des vrais guides spirituels non incarnés. Moi, j'ai pas besoin de ces croyances-là pour simplement entendre ce qui est juste, ce que je sens juste pour moi. Et c'est la proposition qu'on fait aux gens, en fait, quoi. Est-ce qu'on peut utiliser l'expression prendre la liberté d'être soi, quelque part? C'est beau, oui. Ouais, alors, on peut décliner dans cette phrase. Il y a énormément de choses. Prendre la liberté d'être soi. Qui est ce soi et puis qu'est-ce que ça veut dire qu'être libre, tu vois. Moi, je suis ma formation, elle est gestaltiste, donc ça fait partie des thérapies existentielles, et du coup, dès que j'entends liberté, j'entends aussi responsabilité. C'est-à-dire que l'endroit où on se sent libre, c'est parce qu'on se sent parfaitement responsable de nos actes, de ce qu'on crée, de ce qu'on met en place dans nos vies. C'est le fait d'assumer, en fait, nos choix, nos décisions, qui fait que la sensation d'être libre va émerger, quoi. Mais c'est une belle expression. J'aime bien, comme tu dis. Moi, je l'aime bien. Mais... Oui, carrément. La liberté d'être soi, ouais, c'est le travail d'une vie, encore une fois, quoi. C'est clair. Et si on continue sur ce chemin, qu'est-ce qui se passe derrière? Une fois que, du coup, on s'est impliqué dans les changements, on a trouvé, on a trouvé un guide quelque part. Ouais. Qui dans les histoires est extérieur, mais on peut aussi considérer qu'il est à l'intérieur de nous. Et dans la vraie vie, ça peut être l'un ou l'autre. On peut prendre le temps de méditer et puis de sentir là où on veut s'engager. Et puis, on pourrait dire que il y a 3 formes de guides différents. Il y a le guide qui rassure, il y a le guide qui va nous booster, et puis il y a le guide qui pourrait nous engueuler aussi, nous dire mais c'est bon là, maintenant tu arrêtes. T'arrêtes ton cinéma, tu sais où tu dois aller, tu y vas, et arrête de tergiverser, quoi. Moi dans le stage, j'explique pas trop ça parce que je préfère que les gens découvrent ça par eux-mêmes. Et puis selon les moments de la vie, c'est plutôt l'une de ces 3 dimensions qui va nous être utile, quoi. Après, est-ce que ton guide, ça peut être tes parents? Pardon, excuse-moi, je te coupe. Parce que du coup, quand tu parles de s'engueuler, ça me fait penser aux parents. Et du coup, ça me fait penser à ta mère. Je me dis, est-ce que ton guide, ça peut être ta mère? A priori, pas vraiment. Ça, c'est une bonne question. J'ai besoin de 2 secondes pour sentir, là. Ça l'a été. C'est sûr que nos parents
mon père et ma mère, et j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, qui ont été mes guides aussi, ouais, c'est sûr. Après, l'idée, on est sur un chemin, comme tu dis, la liberté d'être soi, qui est un chemin d'individuation pour faire référence à Jung, quoi. Donc à un moment, à moins d'avoir des aspirations qui sont très proches de nos parents, comme moi, je suis issu d'une famille, sauf mes parents, mais toute ma famille fait du vin, ou en tout cas sont dans le monde agricole. Et c'est vrai que les exploitations se transmettent de père en fils. Donc là, pour le coup, peut y avoir une guidance assez proche. Moi, j'ai toujours eu un peu l'impression d'être un petit mouton noir dans la famille, avec des aspirations que j'étais un peu le seul à avoir, quoi. Donc ils l'ont sans doute été. Puis après, peut-être que comme j'ai une personnalité rebelle un peu marquée, peut-être que tu vois, en point d'appui pour ne pas faire comme, ils ont pu m'aider à cet endroit-là. Ouais. Je comprends. Ouais, voilà. Après les guides, et puis en fait, on peut se rendre compte a posteriori, des années après, qu'une personne a été fondamentale pour nous dans la rencontre, sans que ce soit une évidence sur le moment, quoi. C'est moi, je suis toujours assez surpris de ça, de me dire mais tiens, en fait, cette personne-là avait posé une graine en moi qui a germé ou qui a permis à mes propres graines de germer à l'intérieur de moi. Sans que je m'en rende compte tout de suite. Et c'est 10 ans après, je me dis mais oui. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose comme ça pour moi quand j'étais petit. Tu vois, la culture livresque ou les arts, c'était pas spécialement ce qui était présent dans la famille. On est plutôt une culture sportive. Mais je me souviens avoir lu au détour d'un article quelque chose sur un destin d'un acteur où ça avait fait quelque chose chez moi. Mais je m'en suis rendu compte 15 ans après, quand j'ai pris la décision de tout arrêter pour faire du théâtre, quoi. Donc on peut pas dire que le guide ce soit une personne physique. Ça peut être aussi comme un mantra, tu vois, ce que tu nommes là, la liberté d'être soi. Ça peut être un super beau guide aussi, ça. En tout cas, quand on a rencontré le guide pour avancer sur nos étapes. Non pas que je vas-y, on a tout notre temps, hein, t'inquiète pas. Ouais. À moins que tu veuilles me demander autre chose sur le guide. Non, en fait, si, il y avait une question que je me posais, mais enfin, c'est pas vraiment une question parce que du coup, toi, tu vas pas pouvoir répondre. Mais je me disais, quand tu te rends compte, même 10 ans après, de la transformation que t'as permis une personne, moi, je trouve ça vachement important d'être dans la gratitude et de remercier cette personne, même si c'est 10 ans après. Je trouve ça vachement beau. Alors toi, t'as pas pu le faire parce que du coup, c'est un acteur que tu ne connaissais pas, j'imagine. Mais peut-être quelqu'un qui t'a offert le livre. Mais je trouve que c'est vachement important d'avoir cette gratitude, en fait, simplement. Mais c'est magnifique ce que tu introduis là. Alors ça, la gratitude, dans le stage, il y a tout un rituel autour de la gratitude. Je sais pas si tu connais cette phrase de Sénèque. Alors est-ce que je vais m'en souvenir? Il dit quelque chose comme la gratitude, c'est non seulement la plus belle, c'est la mère de toutes les vertus. C'est non seulement la plus grande, mais aussi la mère de toutes les vertus. Et pour moi, la gratitude, c'est plus qu'une vertu ou c'est plus qu'un mot, c'est vraiment une énergie, quoi. Et ça fonctionne, ça, quand on s'implique dans le sentiment de gratitude. C'est-à-dire que exprimer sa gratitude à quelqu'un, c'est pour moi une étape. L'étape se complète quand on se remercie aussi soi-même d'avoir pu recevoir ce que l'autre nous a donné. En gros, tu sais, ça nomme je sais pas si t'es sensible à ça, mais enfin si, puisque tu fais ton podcast et que ce que je comprends de tes podcasts, c'est quand même le lien est très présent. On est passé d'un monde du ou, c'est-à-dire c'est l'un ou l'autre, et il faut être le plus fort dans le monde, sinon on risque d'y rester, au monde du et. Du lien, donc, où il n'y a plus la nécessité d'être le plus fort. Je nuancerai ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi savoir poser ses limites. C'est-à-dire il
il y a un endroit où l'inacceptable n'est pas à accepter. Mais ça me fait penser à ça, ce qu'on se dit là sur la gratitude, c'est-à-dire que pour que ça opère vraiment, c'est je remercie l'autre et je me remercie aussi d'avoir reçu. C'est la base d'Ho'oponopono. Je ne sais pas si tu connais ce rituel de guérison-là. Non, je le connais pas. Bah là pour le coup ça pourrait ça pourrait faire un épisode entier. Non mais si tu l'aurais pu, enfin je sais pas si ça se résume d'ailleurs. Si je peux le résumer très rapidement. Ho'oponopono c'est issu des tribus hawaïennes. C'était une méthode de résolution des conflits. En fait les Hawaïens considéraient que quand il y avait un conflit entre deux personnes dans la tribu, ça concernait toute la tribu. Et donc tout le monde se réunissait et l'idée c'était de considérer que dans le conflit quelque chose était révélé d'un dysfonctionnement, on perdait l'harmonie et que les 4 mots-clés d'Ho'oponopono c'est je suis désolé, c'est-à-dire sentir en soi qu'on est profondément désolé d'être en conflit. Que si on pouvait faire autrement, on ferait autrement. Si on pouvait revenir en arrière, on reviendrait en arrière pour que ça n'ait pas lieu. Mais ça a eu lieu et du coup, sentir en soi, moi, à chaque fois que je me connecte à ça, c'est comme quelque chose qui pleure. C'est pas souffrant, mais c'est quelque chose qui ne lutte plus. Je suis vraiment désolé, quoi. J'ai les épaules qui tombent, tu vois, quand je fais ça. Il y a un mouvement de ok, j'arrête de me battre. Je suis désolé qu'on soit en conflit. La deuxième étape, c'est je te demande pardon. C'est-à-dire que si tu es OK pour me pardonner, vraiment, j'ai envie de ça. J'ai envie que tu puisses me pardonner et j'ai envie que nous ne soyons plus du tout en conflit. La troisième étape, c'est je remercie, donc c'est la gratitude. Je nomme les étapes dans cet ordre-là, mais on pourrait les mélanger. Pour moi, la première, c'est quand même être désolé, c'est ce qui ouvre les portes, quoi. Ou c'est ce qui déverrouille la serrure, je dirais. Le merci, c'est alors pour les Hawaïens, c'est qu'ils considéraient que les conflits, donc c'était une mémoire erronée. Donc nous, on dirait quelque chose d'inconscient qui d'un coup surgit et qui n'a pas été pacifié. Et que du coup, là, les 2 personnes qui sont en conflit sont en contact avec cette mémoire-là et que le conflit, du coup, permet de résoudre ce qui est la disharmonie qui a été présente à un moment donné, quoi. Du coup, le remerciement, la gratitude d'avoir été en conflit, mais pour le bien de l'individu, du binôme, si on imagine que c'est 2 personnes en conflit, et le bien de la communauté, quoi. Et puis à la fin, c'est je t'aime. C'est-à-dire que ok, on a résolu le conflit, on l'a ouvert à la communauté pour que ça puisse irradier toute la communauté. Et au final, en fait, on peut retoucher l'amour qui nous unit. Et puis, du coup, c'est bon, on peut aller manger des mangues. Voilà, quoi. Et moi, ce que j'aime bien dans Ho'oponopono, alors c'est marrant, ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé de ça, mais ce que j'aime, c'est les vibrations qui sont convoquées quand on utilise ces mots-là. Désolé, merci, pardon, je t'aime, ou désolé, je t'aime, pardon, merci. On peut les mettre un peu dans le sens qui nous convient le mieux. Sachant que ce qui vaut pour un conflit entre 2 personnes ou 2 groupes de personnes vaut pour nos conflits internes. C'est-à-dire que quand on se prend la tête soi-même et qu'on se frappe la tête contre le mur parce qu'on n'arrive pas à lâcher quelque chose, si on arrive à toucher l'endroit, d'être désolé, d'être enfermé, de se pardonner à soi-même, de remercier la vie, de quitter enfin cette zone de conflit avec soi et de s'aimer un peu plus, c'est chouette. Ah, c'est hyper beau. Ouais, ça marche bien, ouais. C'est très chouette. Ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est effectivement l'intention quand tu es avec
C'est-à-dire de dire des choses, c'est bon quand t'es avec quelqu'un d'autre, mais même quand t'es avec toi-même, c'est-à-dire d'avoir une vraie intention profonde et pas juste simplement dire les choses parce que voilà, t'as compris, mais le truc c'est vraiment de ressentir, que ça redescende. Et la deuxième, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait amené à toi à l'origine, c'est cette phrase qui est sur le site, qui est que quand la quête est sincère, il y a beaucoup de résistances qui se mettent en place. Et donc nécessairement et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que déjà, ça dit plusieurs choses. Ça dit la première chose, c'est que quand tu fais un mouvement un petit peu radical, rapide, faut faire attention parce qu'il peut y avoir un retour de bâton, parce qu'il y a, si tes résistances sont baissées d'un coup, ça peut être, il peut y avoir, ça peut être un cas en tout cas, où t'es allé un peu trop vite. Et dans le deuxième cas, c'est aussi être bienveillant avec soi et savoir se pardonner parce que effectivement, t'as beaucoup de résistances qui se mettent en place. Et c'est simplement, le sens, ça veut simplement dire que la quête est vraiment sincère et elle est profonde. Ouais, en effet, la phrase, c'est quelque chose comme ça. Ouais. C'est plus la quête est grande, plus la résistance est forte. Dans ce que tu dis, ça me, sur ta première réflexion là, sur l'idée de préciser son intention, de pas être simplement dans la connaissance, dans j'ai compris intellectuellement, donc je vais répéter comme un mantra, par exemple, merci, désolé, merci, pardon, je t'aime. Moi, je reste ouvert à l'idée que il n'y a pas qu'un chemin en fait pour parvenir à l'ouverture et que ça peut fonctionner, pourquoi pas comme un mantra. C'est-à-dire que au départ, moi c'est pas trop mon chemin. C'est même au théâtre, tu vois, je suis passé d'abord par le corps avant d'arriver au texte. Mais en même temps, j'ai observé des gens qui soit réciter des prières, soit étaient dans des mantras répétitifs comme ça, où on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de raconter, de répéter en boucle un truc, voilà, c'est que mental comme on dit. Et en fait, ça peut fonctionner aussi, c'est-à-dire que il y a un moment où peut y avoir une ouverture. Moi, je serais de plus en plus d'avis de pas fermer la porte à un chemin qui pourrait passer d'abord par la tête. Oui, et alors, pourquoi pas? L'idée parce que je dis ça parce que si on se dit ah ouais mais là je suis intellectuel, c'est ma compréhension des choses qui fonctionne, tu sais un peu cette réflexion qui est à la mode en ce moment, de dire que le mental c'est pas bien, si ça peut être très bien le mental, parce que de toute façon si on commence à se dire que c'est pas bien comme je fais, ou par exemple il faut que je lâche prise, c'est pas possible, c'est antinomique, c'est-à-dire que le lâcher prise il parvient parce que justement on ne met plus d'énergie à cet endroit-là, parce que on a lâché quelque chose, mais on ne peut pas décider de lâcher ce qui nous prend la tête. Il y a un moment, il y a une ouverture qui se fait et on constate qu'on a lâché prise. Donc quand moi le premier, je me dis ah ouais non mais ça c'est intellectuel, c'est mental. Oui, mais c'est pas mal pour autant. Et voyons voir comment je peux respirer là-dedans, trouver une zone de tranquillité pour que ce que j'ai dans la tête puisse descendre dans le cœur, si on veut le nommer comme ça, c'est-à-dire aller plutôt dans la zone des émotions, qui se situe plutôt au niveau de la poitrine, quoi. Et que on a plus de chances d'y parvenir comme ça, plutôt que de se dire ah ouais mais non c'est mental, c'est pas bien. Là du coup on ferme encore un petit peu plus la sphère des ressentis. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, si on retourne sur notre chemin, vas-y, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est comme je l'entends. J'ai tellement de personnes que j'accompagne qui me disent ouais, mais là, je suis mental. Me dire mais ah mon Dieu, mais qui c'est qui vous a mis dans la tête que Et je comprends. Tu vois, quand je dis ça, je me souviens avoir lu Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est un super beau bouquin, mais qui du coup, si on fait pas gaffe, on peut avoir une interprétation comme ça du mental, de se dire que c'est pas bien, alors que c'est ni bien ni mal, ça existe, et comment on peut être tranquille avec le fait que ça existe, et que ça peut nous être utile
de passer par le mental, que c'est peut-être une résistance, et alors, pour retomber sur nos pattes et puis poursuivre l'égrenage là de toutes les étapes où on va être sur le passage du seuil, l'étape d'après. L'étape 5, là c'est où on va être sur le seuil, où on va rencontrer, alors dans le mythe, le chien à trois têtes, les dragons, et dans sa version psy, en fait, nos résistances intérieures, nous on appelle ça le démon de la résistance. Et que, en effet, on peut avoir comme forme de résistance monter dans la tête, intellectualiser. Nous, je dis nous parce que j'anime pas seul et puis je suis vraiment pas tout seul à penser comme ça. Mais on considère que les résistances, elles sont pas mauvaises. Elles nous encombrent, elles peuvent nous empêcher de réaliser nos vies, nos quêtes, mais on les considère pas comme étant des mauvais objets. Je développe ça ? Vas-y, ouais, bien sûr. En gros, l'idée, c'est que nos résistances, si elles sont présentes, c'est qu'on en a eu besoin à un moment ou à un autre de notre existence. Et que, du coup, on a mis en place cette résistance-là. Alors, il y a autant de résistances que de héros. Donc, comme il y en a 1001 et qu'on comprend bien que c'est une image, en fait, c'est infini, le nombre de résistances qu'il y a. Mais à l'origine, quand la résistance s'est mise en place, c'était préférable pour l'homéostasie, comme on dit, l'équilibre physique, émotionnel, intellectuel de l'individu. Et que c'est, pour moi, c'est super important de regarder nos résistances comme ça, de façon neutre. C'est même pas bienveillant, hein, c'est simplement neutre. Ça existe. Et ça m'a été utile. Souvent, pour illustrer ça, on se saisit du mythe d'Icare. Icare, c'est un héros sans résistance. Il n'entend pas son père qui lui dit ne te rapproche pas trop près du soleil, quoi. Sachant que oui, c'est vrai qu'on n'a pas défini ce qu'on entendait par héros et démon. Enfin, on a commencé un peu par définir le démon là. Le héros en nous, ça c'est le boulot de Campbell, hein, c'est vraiment ça dans son monomythe. Il décrit le héros comme étant la partie de soi qui a envie de se réaliser, qui a envie de faire le beau, le bon, le bien, le vrai, le juste, qui a envie d'aller vers la lumière, quoi, en gros. Et la polarité inverse, ou plutôt complémentaire, qu'on nomme donc le démon de la résistance, c'est la partie de soi qui va empêcher le démon de se réaliser, qui va lui mettre des bâtons dans les roues, qui va lui dire... le héros. Pardon. Oui, j'ai dit quoi ? Le démon. Qui va mettre des bâtons dans les roues du héros. Ouais. Et qui va, selon les personnes, lui dire « mais pour qui tu te prends ? T'es pas à la hauteur. » Et on peut... Là, du coup, on touche le 2e degré de résistance, c'est-à-dire qu'on est face à nos démons internes, où là, on a bien conscience que c'est à l'intérieur de soi qu'on touche ces résistances-là. Et puis, en fait, on se rend compte que c'était la même chose 4 étapes plus tôt, sauf que ça venait de l'extérieur. Et le fait de prendre conscience que c'est la même vibration, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes empêchements, du coup, on peut se rendre compte qu'en fait, c'était en effet de l'extérieur. Factuellement, il n'y a aucun doute. Et en même temps, j'ai cet extérieur-là à l'intérieur de moi. Est-ce que c'était une projection de ma part ? Laissons le mystère ouvert à cet endroit-là, mais je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir l'observer, ça. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'était la même... Je m'étais jamais fait cette réflexion. De dire que c'était la même énergie. Je la trouve plus difficile, moi, mais la résistance intérieure. Ouais. Pour moi. On est seul à cet endroit-là. C'est toujours beaucoup plus facile de trouver un coupable. De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Soit on regarde pas, on fuit, on veut pas voir, ok, il n'y a plus de problème. Soit, s'il y a un problème, on a besoin de trouver un coupable. Et du coup, on désigne un coupable, lui, dans l'exemple, ma pauvre maman, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était ma maman qui était là, pour le coup, pas bienveillante et tout ça. Et
Et à la limite, pourquoi pas? Je me dis, je désigne un coupable, j'ai une cible, je peux mobiliser mon énergie qui serait plutôt une énergie de colère à ce moment-là, qui dirait merde, quoi, laisse-moi vivre ma vie comme je veux. L'essentiel étant de pouvoir mobiliser cette énergie-là, quoi. Quand c'est intérieur, en effet, c'est plus délicat parce que on peut pas. C'est difficile de se dire merde à soi. Pardon, j'emploie des mots qui sont peut-être pas très. Oh non, tout va bien. Hein. Non, ça va. T'inquiète, il y a pas de souci. En fait, ça, souvent je le rencontre quand je parle du stage, du voyage du héros et tout ça. Quand je présente les deux archétypes, le héros et le démon, souvent le premier réflexe qui vient, c'est il faut que le héros il tue le démon et comme ça on est tranquille, quoi. Mais en fait ça c'est pas possible parce que si c'est possible, mais le démon c'est nous, donc on peut toujours se tuer, mais bon après du coup la quête est ça marche la quête bien. Ça s'arrête. Ouais, c'est ça s'arrête et on souhaite à personne. Effectivement. Et donc c'est plus délicat, c'est plus difficile de s'appuyer sur la colère qui pourrait animer le héros face à son démon intérieur, puisque c'est nous, et être en colère contre nous, c'est on n'a pas envie de ça, et en même temps on le vit pourtant bien des fois, quoi. Je pense que c'est même la colère qu'on a le plus souvent, non? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Bon, là encore, je pense que ça dépend des gens, mais ouais, c'est vrai. Je fais des généralités, mais ouais, non, mais ça dépend. Il y a des gens qui vont avoir une propension à trouver des cibles à l'extérieur pour exprimer leur colère, et puis ils vont se réguler comme ça. Ce qu'on appelle la déflexion en Gestalt. On n'est pas content d'un truc et du coup on va trouver notre chat, notre épouse, nos enfants qui vont prendre parce qu'il y a une frustration, il y a une colère qui ne peut pas se dire à certains endroits et du coup on va la nommer à un autre. Soit selon comment on est constitué, selon nos caractéristiques, on peut retourner cette colère contre soi sous des formes d'addiction, sous une forme de rumination, il y a plein de formes qui nous permettent d'exprimer ces colères-là, quoi. Donc voilà, là où on en est dans le mythe, c'est donc on se rapproche du seuil, il y a ce démon qui nous fait face et il va falloir trouver une solution pour qu'il ne s'entretue pas. Parce que c'est pas possible puisque c'est nous. Donc nous dans le stage, on travaille comme ça. On va créer le personnage du héros, devenir à 100% cette polarité de nous. Donc c'est un moment qui est assez chouette dans le stage parce que voilà, on a un groupe de 15-20 personnes qui sont tous des héros. Donc puis on utilise les outils du théâtre histoire d'asseoir le côté rituel en fait, y croire. Le plus possible, c'est un jeu, mais c'est un jeu sacré. Et donc, voilà, on est tous ouverts. Alors, généralement, c'est des moments où on est très généreux, on est dans la lumière, on s'aime tous, c'est merveilleux, c'est très, très beau, quoi. Et puis après, on va basculer dans l'énergie complémentaire qu'est le démon, où on va incarner avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire... en se disant que le démon c'est pas un monstre, il est monstrueux dans sa forme, dans les mythes et tout ça. Il peut être monstrueux dans ce qu'il fait subir à son héros, mais fondamentalement c'est juste une énergie. Et s'autoriser à vivre une énergie comme ça, c'est absolument jubilatoire. Je sais pas si tu as fait du théâtre, mais tous les gens qui jouent, c'est absolument délicieux de jouer des crapules, quoi. On a une jubilation à s'autoriser à être sadique qui est absolument merveilleuse, quoi. D'accord. Et donc on va vraiment. Aucune idée. Ah oui, tu sais, il suffit de regarder les enfants. Alors nous, ça nous horrifie adultes. Enfin moi, en tout cas, quand je voyais mon petit garçon se dire ouais tiens, avec mon gros doigt là, pourtant tout petit, mais je peux faire un génocide de fourmis avec un plaisir non dissimulé. Alors nous évidemment on se dit c'est pas possible, mais lui dans sa polarité sadique, et c'est normal que les enfants fassent ça, ils expérimentent. À nous après d'accompagner ça pour leur dire ok, sans trop les culpabiliser. Ce qui est pas facile, parce que le premier réflexe c'est de dire t'aimerais bien qu'on te fasse ça.
Bien sûr. Et en fait, simplement voir que ça fait partie de l'humain, ça, et que tout ce qu'on a subi en termes d'espace de non-liberté, souvent le démon de la résistance, il se construit comme ça, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas senti libre d'exprimer ce qu'il y avait à exprimer, souvent une émotion, qu'on a rétréfléchi, comme on dit en Gestalt, gardé sur soi, qui fait que, tu vois, même quand je te parle, là, je sens mon corps qui se rétracte, je serre les épaules, et il y a quelque chose qui se fige à l'intérieur de nous, et les fascias vont faire leur boulot pour pas qu'il y ait de douleurs musculaires, et en fait, on va garder cet interdit-là, qui peut-être était sain quand j'avais 3 ans, mais qui, à 50, du coup, n'a plus de raison d'être, et qui m'empêche d'exprimer ce que je ressens, mon énergie. Donc on va créer aussi ce personnage, on va créer, c'est pas une création, en fait, c'est plutôt laisser émerger cette énergie qui est présente en nous. Alors là, pour le coup, on utilise d'autres outils pour la création pour l'émergence du personnage du héros. C'est plutôt des outils qui sont qu'on emprunte aux thérapies psychocorporelles, parce que ce que je te disais tout à l'heure là, quand je parle de retenir son énergie, en fait, cette énergie-là, elle est retenue dans le corps. C'est tous les apports de Reich. J'ai vu que tu avais Ouais, bien sûr. invité Thierry Janssen qui a écrit un super bouquin là-dessus. Enfin, bon, c'est pas le seul, hein, qui décrit très bien ces typologies-là. Ouais, hyper intéressant. Et en fait, nous, on va du coup aller travailler sur ces engrammes. Donc, on définit par engramme ce qui est retenu dans le corps, l'endroit où ça n'a pas été fluide pour l'individu, pour permettre à cette énergie d'être exprimée, de se libérer. Et puis, on va mettre ça en forme après pour que ça devienne un personnage, et on se régale à jouer des démons tous plus abjects les uns que les autres. Alors là, pour le coup, heureusement, dans la chronologie, ça c'est marrant, je dis jamais ça parce que les gens savent pas. Bon, tant pis, je vais finir cette phrase. Dans la chronologie, on travaille plutôt le héros, puis après le démon. Donc, comme on a été dans l'ouverture du cœur avec le héros, on s'aime tous bien. Donc, les démons ne s'entretuent pas. mais c'est marrant parce que ils vivent seuls, quoi. C'est des personnages solitaires qui se pensent plus puissants, plus forts, plus beaux que n'importe qui d'autre, et ils sont ignobles avec leur héros. Il y a des exercices où on se dit, mon Dieu, mais heureusement que personne ne voit ça. On se dit, mais c'est pas possible, faut les enfermer, ces gens. Et en même temps, c'est super libérateur. Donc voilà, donc ça c'est la création de ces deux personnages pour arriver à l'étape où on en est dans le mythe, la confrontation, la rencontre entre ces deux personnages. Alors là, on a un protocole opératoire qui est très précis aussi pour que la même personne puisse tour à tour vivre ces deux énergies-là, ces deux polarités-là, et trouver établir un contrat, trouver un espace où c'est win-win, comme on dit, c'est gagnant-gagnant, où le héros ne va pas tuer son démon, le démon ne va pas étouffer son héros, que les deux vont se reconnaître pour pouvoir avancer ensemble dans la vie sans qu'il y en ait un qui soit nié par rapport à l'autre, quoi. Voilà, donc là, quand je te dis ça, du coup, il y a toutes les étapes du mythe, tu vois, la rencontre avec les ennemis, les amis, tout ça, ça se fait dans ce rituel-là de la rencontre avec entre héros et démons. Et puis après, on passe dans le pays du miracle, dans l'endroit où héros et démons sont réunifiés, et ce que Rebillot et Campbell aussi appelaient l'épreuve suprême. Je crois que Vogler, il a repris aussi cette terminologie-là. Alors ça, moi, c'est quelque chose que je laisse très très libre dans le stage, c'est-à-dire que l'épreuve suprême, on pourrait penser que, et puis c'est décrit comme ça dans les mythes, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec la mort. C'est parce qu'après il y a la résurrection. Donc dans le mythe du Christ, si on ose
dire que la Bible, le Nouveau Testament peut être considéré comme un mythe. Voilà, il incarne vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a la résurrection du Christ, quoi. Si on le prend à un degré moins incarné, paradoxalement. Dans la guerre des étoiles. Oui, c'est ça. Mais c'est Yoda qui réapparaît ou Obi-Wan qui réapparaît. C'est-à-dire que c'est l'atavisme profond. C'est-à-dire que c'est nos peurs ancestrales de mourir. C'est faire face à ça. Où là, pour le coup, il y a plus de question d'ego, il y a plus de question de... Enfin, on pourrait si dire que c'est l'ego qui a peur de mourir. Mais faudrait là encore une fois redéfinir l'ego. Moi, je suis pas partisan de tuer l'ego. Enfin, pour moi, l'ego, il fait partie de nous. On est incarné et on a besoin d'être, de se considérer soi différent des autres. Moi, j'aime bien la définition de Jung qui proposait que l'ego, ce soit la partie de soi qui se sent séparée du reste du monde. Et c'est une réalité aussi. Tu t'appelles Grégory, je m'appelle Sosten. On n'est pas les mêmes. Même si, à travers notre conversation, à un certain moment, on peut sentir que on touche quelque chose qui nous réunit. Quelque chose qui fait qu'on sent qu'on appartient à la même humanité. Et qu'on peut se sentir appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Mais à un degré moindre, on existe quand même dans ce corps de chair là et bien différencié de l'arbre qui est dans mon jardin ou de la chaise ou bref de tous les éléments extérieurs. Oui. Tu utilises assez facilement l'expression incarné, et moi je la comprends complètement, mais j'ai réalisé qu'il y avait plein de gens pour qui ça voulait pas dire grand-chose en fait d'être incarné. Tu peux expliquer ce que ça veut dire ? Bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, quand j'ai... Non, mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Ça, je lutte contre l'oubli des étapes passées, en fait. Je me souviens très bien, moi, l'un de mes premiers stages de développement personnel il y a 20-25 ans, où on nous disait... on nous parlait d'incarnation. Et alors, pour moi, mais ça a allumé des voyants rouges partout dans ma tête en me disant quoi bientôt ils vont nous parler de réincarnation, c'est quoi cette secte, c'est quoi ce truc, et puis en fait je me suis fait au vocabulaire et maintenant j'oubliais mon petit trait paranoïaque qui s'exprimait à cet endroit-là. Je parle d'incarnation pas comme d'une âme qui serait incarnée dans un corps. Je parle d'incarnation, mais ça marcherait aussi. Hein, je réfute pas, pourquoi pas cette vision-là, mais comme le fait que je suis conscient de qui je suis, j'ai une identité. À peu près, j'ai déjà une carte d'identité, donc je sais comment je m'appelle, j'ai un métier, bon voilà, tout ça, ça définit mon identité, mes valeurs définissent un petit peu plus largement mon identité, et que j'ai un corps. Alors c'est vrai que j'ai pris l'habitude de dire être incarné, ce qui voudrait dire je suis dans un corps, ce qui voudrait dire que la conscience est dans le corps et qu'elle n'est pas produite par le corps. Et là, j'ai mon voisin qui est docteur en biologie qui me dirait non. C'est ton cerveau qui produit la conscience. Moi, je tranche pas ces débats-là. En fait, j'ai pas besoin de trancher ces débats-là. Pour moi, on peut très bien vivre notre existence. La vie est largement au-dessus de le processus du vivant, presque, j'ai envie de dire, est largement plus grand que ce qu'on peut en comprendre, en disséquer et au-delà de nos croyances. Donc voilà, moi j'ai résolu le truc un jour en me disant mais en fait l'arbre qui est devant moi là, il se pose pas la question de savoir si la conscience est extérieure à lui, intérieure à lui, quelle heure il est, pour lui c'est toujours maintenant. Et qu'en fait il est vivant et que à un endroit je suis vivant comme lui et que je suis comment je vais faire pour vivre au mieux comme je peux, m'épanouir comme je peux,
sans avoir à trancher. Je te dis ça aujourd'hui, je pourrais très bien revenir sur ces propos-là dans 6 mois. Hein. Je prétends pas avoir de vérité. Ma vérité, elle n'est que relative au moment au plus où je la donne. Donc, tu vois, Bien c'est sûr. vraiment très, très relatif. Mais j'ai eu beaucoup besoin d'essayer de comprendre. Donc, j'ai fait pas mal d'expériences pour tenter de comprendre le vivant. J'en avais besoin. En fait, je montais dans ma tête, comme on se disait tout à l'heure. Maintenant, si je comprends, tant mieux. Puis en même temps, qu'est-ce que je comprends ? Je pense que je comprends qu'une toute petite partie des processus et ça me suffit. Et puis si je comprends pas, j'écoute ce que ça me fait, ce que je ressens. Et en fait, ça c'est ma pratique de thérapeute c'est une pratique quotidienne en fait j'écoute toujours ce que ça me fait, ce qu'on me raconte. Et j'ai toujours besoin d'un temps pour sentir. Et puis après, du coup, ça va se mettre en mots, tout ça. Et la compréhension vient dans un second temps. Et que ça me va bien de vivre comme ça, quoi. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu redescends dans... Pardon, je te coupe, mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu redescends... Enfin, tu vois, moi aussi, j'utilise ces expressions, mais tu redescends dans le corps, en fait. Tu observes ce que ça te fait. Ouais, j'observe ce que ça me fait. Alors, je peux observer en effet des sensations qui sont du coup physiques, qui sont l'apanage du corps, ça. Je peux écouter ce que ça me fait au niveau émotionnel. Qu'est-ce que je ressens comme émotion ? Qu'est-ce qui est présent ? Voilà, nos 5 ou 6 émotions fondamentales. Et je peux aussi écouter mes pensées, dire qu'est-ce que je suis en train de penser là, c'est le b.a-ba de nos pratiques méditatives, c'est-à-dire de pouvoir écouter ce qui est là, observer ce qui est là, avec autant que faire se peut le minimum de jugement. Sachant que c'est difficile de ne pas juger parce qu'on est conditionné à ça, et que pour moi, c'est pas un problème de juger. Je me méfie vachement de parler du jugement parce que combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit « mais t'as dit qu'il fallait pas juger ». Alors que non, je dis pas ça, je dis que le jugement, c'est un outil qui est super chouette pour justement essayer de sentir ce qui est présent pour nous. Et que si on juge, on juge. Qu'est-ce que je suis en train de juger ? Est-ce que je suis en train de me juger moi ? Est-ce que je suis en train de juger l'autre ? Quel est l'acte que je suis en train de juger ? Et si j'ai besoin de condamner l'acte, j'ai besoin de condamner l'acte. Et puis, il y a plein d'actes qui sont condamnables quand même, quoi. Si jamais je m'observe en train de juger, je me dis « oh là là, il faut pas que je juge », c'est la même vibration pour moi que tout à l'heure quand on parlait du mental. C'est « ah bah voilà, ok, donc je suis en train de me juger, en train de juger ». Et je vais arriver à un endroit qui va conclure en disant en fait, comme je suis, c'est pas bien. Ok, et là, on rejoue nos blessures fondamentales. Donc l'idée, c'est d'observer qu'on juge, et puis de se laisser sentir qu'est-ce que je suis en train de juger là, quoi. Sachant que ce qu'on juge, si on a besoin de le juger, c'est que ça nous touche quelque part. Et puis on peut arriver à un endroit où dire je suis en train de juger quelque chose qui ne me convient pas, je condamne. Alors moi j'ai du mal à dire cette personne, je vais plutôt dire l'acte qu'elle a commis. Je condamne ça, et oui, parce que c'est inacceptable pour moi. Ça touche une de mes limites, et pourquoi je devrais ne pas avoir cette limite-là ? Elle m'est nécessaire, cette limite. Donc je condamne cet acte-là, plutôt que de se condamner soi en train de juger ou en train de réfléchir parce qu'on est dans notre mental et tout ça, quoi. Et justement, par rapport à tout le chemin qu'on a parcouru avec toi là sur les dernières dizaines de minutes, en fait, ce que je trouve intéressant, et finalement, c'est, en fait, en tout cas dans Campbell, il y a une sorte de maîtrise du problème, mais ce que tu dis, toi, c'est au niveau individuel, c'est de faire la paix avec soi. Finalement, c'est d'aller dans le changement tout en faisant la paix avec ses démons, c'est-à-dire toutes ces résistances, et trouver une sorte de point d'équilibre. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, mais où finalement tu fais avec tes contradictions. Et enfin, ou est-ce que je l'arrange à ma sauce ou comment? Non, je trouve ça assez juste. Enfin,
Oui, on pourrait dire que l'idée, c'est d'arriver à faire la paix avec soi-même. Je trouve que c'est une très très belle idée. Après, ce qui est difficile, c'est que selon ce qu'on a subi ou selon notre rang générationnel ou selon notre sensibilité, on peut avoir des ressentis qui sont difficiles à accepter. Si tu as envie de tuer quelqu'un, par exemple, c'est pas facile de se dire bah ok, c'est ok, mais j'ai envie de le buter lui. On n'a pas envie de se voir meurtrier. Donc l'endroit de trouver la paix, pour moi, c'est vraiment ouvrir les yeux sur toutes nos polarités. L'humanité, moi, je me considère faisant partie de l'humanité, et que l'humanité, elle est capable des pires atrocités. Mais je me sens pas supérieur à un terroriste qui va se faire sauter, qui, pour moi, je vais condamner son acte, hein, ça sans comment dire, sans indulgence, quoi, tu vois, sans aucune indulgence. Et en même temps, je vais pas me sentir supérieur ou différent de lui. Je sais qu'il y a ça en moi. Je suis plein de gratitude envers quoi, j'en sais rien, mais de ne pas passer à l'acte et de n'avoir jamais tué personne. Mais je sais que cette pulsion-là peut être présente. Je dis celle-ci, elle est caricaturale, mais il y en a plein d'autres qui vont éveiller chez nous de la honte et de la culpabilité. Et pour moi, ça, ce sont les deux sentiments qui nous empêchent de faire la paix vraiment avec nous-mêmes. Donc, j'avais entendu... pardon. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, j'avais entendu un thérapeute, puisqu'on est deux hommes, qui disait, parce que tu sais, il y a plein de mecs, en parlant de féminisme, qui disent non mais tous les mecs sont pas comme ça. Et en fait, lui disait I'm a potential rape, enfin c'est un anglais pardon. Donc il disait je suis un violeur potentiel. Parce que effectivement, juste de reconnaître que tu as cette énergie en toi. Alors après, heureusement, dans la majorité des cas, elle ne prend pas forme évidemment. Mais néanmoins, plutôt que d'essayer de se justifier en disant non mais en fait tous les mecs sont pas pareils, plutôt de dire bah oui, cette énergie elle existe. Après, moi je fais le choix de pas je fais le choix ou en tout cas quelque part, en tout cas, elle prend pas forme. Et je trouvais ça assez juste et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de dire non mais tu sais tous les mecs sont pas pareils. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Bah, ça me fait penser à ce qu'on appelle en thérapie le paradoxe du changement. C'est-à-dire que il y a beaucoup moins de chances ou de malchance de faire un passage à l'acte si on reconnaît l'énergie qui est présente. Quand quelqu'un dit tous les hommes ne sont pas pareils, c'est pour lui l'idée est trop violente. Ça ne veut pas dire qu'il l'est plus que quelqu'un d'autre, mais ça veut dire que pour lui, l'idée est trop violente. Pourquoi cette idée est trop violente ? Ça peut avoir un lien avec son histoire. Et en tout cas, la peur de reconnaître cette vibration-là peut être dangereuse. Parce qu'à un moment, si on ne reconnaît pas que ça puisse être là, c'est ce que tu nommes, hein, c'est ce que tu dis, il y a un risque de passage à l'acte. Mais tu sais, enfin, moi j'ai pu dire ça à 22, 23 ans à une copine, dire ouais non mais parce que j'avais des copains qui étaient un peu volages, dire ouais non mais tous les hommes sont pas comme ça. Mais en fait, c'est que j'avais un interdit moi tellement fort que c'était pas possible pour moi d'imaginer être comme ça. Ce qui voulait pas dire que je ne l'étais pas. Mais c'était pas possible pour moi de le reconnaître. On le reconnaît et après on fait ce qu'on veut de cette énergie-là, quoi. Exactement. Quand je dis le paradoxe du changement, c'est et ça recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure aussi dans faire la paix avec soi-même, c'est comment on peut accepter toutes ces polarités-là de soi et que c'est pas facile d'accepter des choses qu'on va considérer comme ignobles, comme inacceptables. Quand je nomme paradoxe du changement, c'est que le problème, c'est qu'on ne peut rien transformer qu'on n'a pas accepté. C'est-à-dire que tant qu'on n'accepte pas quelque chose, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des cycles, et notre boulot de thérapeute, c'est de faire prendre conscience
à la personne de ses cycles. Souvent, ça va assez vite, ça. Et puis après, de toucher l'émotion qui fait que elle ne peut pas sortir de son cycle. Mais c'est parce qu'il y a des émotions qui sont encapsulées, souvent sous une couche de honte et de culpabilité, et qu'elle ne veut pas toucher, souvent le désespoir qu'il y a derrière ou la rage qu'il y a, parce qu'on ne veut pas se voir ou on ne veut pas ressentir ces états-là. Sachant que quand je dis accepter, ce que je te disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, accepter, ça veut pas dire tout accepter. Et on peut accepter l'inacceptable. Accepter qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et que là, il n'y a pas de pièce à y mettre, comme dirait ma grand-mère, mais c'est comme ça. Et c'est pas négociable. À notre endroit, c'est pas une vérité absolue, c'est encore une fois une vérité relative. C'est ma vérité, c'est ma limite. Et celle-ci, je la tiens fermement. Et parce que je n'ai pas le choix, c'est mon équilibre intrapsychique qui est en jeu, quoi. Hyper intéressant. Ce podcast s'appelle Vlan. Pardon, je te coupe. Oui, vas-y, non. Non, et j'allais te demander à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. La fameuse. Alors, à Vlan, à quoi je veux claquer la porte? Ouvrir. Tu peux ouvrir aussi. Ok. On est dans le « et ». Oui. Bah oui. Alors, j'ai besoin de sentir un peu, là. Bah oui, peut-être que j'aurais envie de claquer la porte à cette idée du « ou », c'est-à-dire à considérer qu'il y a le bien ou le mal, à considérer que on est des gens bien ou des gens mauvais. Je crois que oui, là où j'en suis, moi, je crois que je ne crois plus au personnage que j'ai voulu, auquel je me suis accroché pendant des décennies, à vouloir être quelqu'un de bien. Je fais tout ce que je peux pour essayer d'être à peu près qui je suis. Et je me lâche la grappe en gros avec l'idée qu'il faut absolument que je sois quelqu'un de bien. C'est fou ça, parce que je me souviens avoir dit ça à mon neveu, donc je devais avoir 26 ans. Moi dans la vie, ce qui est important, c'est de devenir quelqu'un de bien. Et j'en ai 50 aujourd'hui et je me dis en fait, c'est une fausse route ça. Mettre tant d'énergie à vouloir être quelqu'un de bien, c'est aussi prendre le risque de ne pas regarder que je peux être aussi quelqu'un de pas bien et que ça peut me surprendre, ça peut apparaître dans ma vie à un moment où j'en ai pas envie, où je ne le souhaite pas. Et il y a des fois où je suis quelqu'un de bien et c'est super chouette qu'on me le dise. Et en même temps, à chaque fois qu'on me le dit, je vais essayer de goûter la gratitude et puis d'être dans la gratitude avec la personne dans nos parties lumineuses. Et en même temps, ça ne me fait pas oublier que des fois je suis un vrai connard, quoi, que mes enfants pourraient le dire. Enfin, ils pourraient pas le dire comme ça parce que je suis pas d'accord. Non, quand même. Mais que oui, des fois je suis fatigué, que je suis pas présent à eux, que ma femme pourrait dire la même chose. C'est marrant, je convoque mes proches parce que c'est au sein, en tout cas pour moi, plus du foyer que c'est présent, mais que je suis ce que je suis et que des fois je suis en rage, des fois je n'arrive pas à m'endormir, que je me relève la nuit parce que il y a une énorme tristesse qui veut sortir et que pour moi je veux plus fermer la porte à vivre ce que j'ai à vivre. Et si j'ai pas, je pourrais le dire différemment, c'est-à-dire que je veux pas non plus ne pas souffrir, c'est-à-dire que s'il y a de la douleur, il y a de la douleur, et puis je vais pleurer ou je vais rager ce qu'il y a à rager. Et je sais que systématiquement, quand je fais ça, le ciel est plus beau et plus bleu. Je vois mieux mes enfants. Je suis plus présent le lendemain que si j'ai lutté, si j'ai refusé l'émotion qui se présentait à moi.
Et de toute façon, je crois que j'ai plus le choix. En fait, maintenant, ça me chope dans le sommeil, donc j'arrive pas à m'endormir. Voilà, je crois que j'ai pas le choix. Ça se passe comme ça, et puis et donc voilà. Fermer la porte au ou et ouvrir la porte au et avec ce qu'on est et puis ce qu'on a envie de devenir. Quand je dis ça, je dis pas soyons tous des sombres connards. Hein. Non. Bon, voilà. J'espère que j'aurais été suffisamment très clair. Si, c'est hyper clair. Mon Dieu. Tu sais, j'ai un petit trait parano qui traîne, moi, depuis toujours. Donc, j'ai toujours un peu peur que ce que je dis n'est pas clair. Maintenant, j'ai trouvé une formule dans les stages. Je demande, est-ce que c'est suffisamment clair? Tu vois, je m'écarte de l'idée de perfection, et si c'est suffisamment clair, c'est ok. Puis après, si les gens me disent pas la vérité, ça c'est leur problème. Mais moi, je fais tout ce que je peux pour l'être, en tout cas. Trop bien. Merci beaucoup, Sosten. Mais avec plaisir. C'était très chouette. J'aime beaucoup ton écoute, Grégory. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.